Alors la tradition et une certaine conception des bonnes manières, on va dire, veulent en général que l'orateur, dans les circonstances où nous sommes, commence par remercier les personnes qui l'ont invité. Vous me permettrez de déroger pourtant à cette tradition parce que franchement, inviter aujourd'hui quelqu'un pour faire une conférence de géopolitique dans le monde que nous connaissons, avec donc un certain nombre de perturbations, si je veux bien, si mon dispositif veut bien démarrer, ça serait mieux. Voilà. On y est. Donc, dans le monde tel qu'on est, inviter quelqu'un à faire une conférence de géopolitique, c'est vraiment pas un cadeau. Bon. Donc, il y a un certain temps que je m'étais engagé à faire cette conférence, donc évidemment, je n'allais pas me défiler, on va dire. Mais c'est vrai que le risque est grand que ce que nous allons échanger ce soir soit contredit demain matin, ou la semaine prochaine, ou dans 3 semaines, ou dans 3 mois, ce qui est évidemment un peu inhabituel. C'est un rythme en tout cas très frénétique par rapport à ce qu'on est habitué à avoir dans la géopolitique, qui est une science du temps long et des forces profondes. Comme l'écrivait déjà Jean d'Ormesson, il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. Ben, nous y sommes. Si vous préférez, j'ai aussi la version de Lénine. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où des décennies se produisent. Voilà. Nous sommes donc dans cette période. Donc c'est évidemment une période tout à fait fascinante, du coup, et très intéressante, parfois un peu angoissante. On va essayer de ne pas être trop angoissé. Donc comment essayer de voir clair dans un horizon temporel qui se rétrécit ainsi, peut-être justement en se replongeant dans le temps long, qui est un peu l'apanage de la géopolitique, et en général, et de la géopolitique maritime en particulier, puisque dans les océans, l'inertie est une force particulièrement puissante. Alors ça ne garantit pas que nos prédictions pourront être inattaquables et non critiquables, mais en tout cas, ça peut éviter d'être désarçonné par des embardées quotidiennes dont on nous a eu des exemples encore il y a moins de 24 heures. Je vous propose donc de revenir aux fondamentaux et d'examiner donc pour commencer ce qu'on peut appeler le lieu commun de la géopolitique, c'est-à-dire cette opposition entre le maître de la terre et le maître des mers. Puis de voir un petit peu si aujourd'hui on n'assiste pas à une alliance des puissances continentales. Et puis pour terminer, de jeter un petit coup d'œil rapide sur les enjeux futurs de la maîtrise des océans. Parce que ce soit les forces, les maîtres de la terre ou les maîtres de la mer qui dominent, les océans continuent évidemment à avoir leur propre temporalité et leurs propres enjeux. Tout cela, on va essayer de le faire évidemment avec prudence et humilité, ce qui sont deux qualités en général ou deux caractéristiques de la culture des marins. Alors, premier point, le maître de la terre, donc, contre le maître des mers, un lieu commun de la géopolitique. Alors j'ai ajouté un point d'interrogation parce que finalement, ce n'est pas forcément si évident que ça. Que ce soit un lieu commun, ou en tout cas, ce n'est pas si évident que ce soit toujours, que la géopolitique se résume à ça. Le terme de thalassocrator, tout d'abord, est un terme qui apparaît très tôt, dès le 1er siècle, chez le géographe Strabon, mais plutôt pour désigner donc simplement la puissance navale la plus forte, l'armée navale la plus forte, on va dire. Chez les Byzantins, c'est aussi le titre du commandant de la flotte de guerre, donc une fonction très, très administrative, on pourrait dire, et militaire. En tout cas, ce n'est pas du tout dans le sens d'une puissance qui tire sa force des activités maritimes. D'ailleurs, une puissance qui tire sa force des activités maritimes, on va plutôt appeler ça une thalassocratie. Et c'est un terme qui est beaucoup plus tardif. En français, par exemple, on ne le rencontre qu'au XVIIIe siècle. C'est Fontenelle, a priori, qui l'introduit en français. Et c'est un usage, enfin, ce terme est d'usage assez rare. Vous avez ici un petit graphique qui a été obtenu par des techniques numériques et informatiques qui peut être utile dans ce genre de cas. Où on voit donc, là, on est plutôt vers 1800, donc on est dans le début pratiquement de l'utilisation du terme. On voit que ce terme, pendant pratiquement un bon demi-siècle, voire un siècle par rapport à son introduction qui date à peu près des années 1750, est très très peu employé. Bon, il commence un peu à frémir vers les années 1870,
Après, on verra pourquoi il y a cette poussée tout à coup à partir des années 1890. D'ailleurs, selon l'historienne Claude Mossé, le terme de thalassocratie ne peut pas vraiment s'appliquer aux États de l'Antiquité, à part peut-être à la Ligue de Délos, c'est-à-dire cette coalition de cités grecques dirigées par Athènes, qui s'est constituée donc dans la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui n'a pas duré très longtemps finalement, il a duré moins d'un siècle. Modestement, pour prolonger les réflexions de Claude Mossé, j'ajouterais que cette affirmation, c'est-à-dire le fait que les thalassocraties n'existent pas vraiment, reste en fait plutôt vrai au moins jusqu'au Moyen-Âge. Ça ne signifie pas que les combats navals n'ont pas d'importance. Il y a quelques batailles navales qui sont effectivement décisives, mais ça veut dire que la puissance navale seule ne suffit pas à prendre l'avantage. Dans la plupart des guerres de l'Antiquité et encore du Moyen-Âge, c'est la puissance terrestre qui l'emporte. Dans les guerres médiques, par exemple, la Perse perd, mais la Perse, c'est elle, le Thalassocrator, c'est elle qui a la puissance navale la plus importante. Sauf qu'elle va la coincer bêtement dans une petite anse à proximité d'Athènes, et elle va faire détruire sa flotte, tout simplement parce qu'elle n'a pas réussi à la faire manœuvrer. Mais c'était la Perse qui était beaucoup plus forte sur les mers que les cités grecques. Dans des cités comme Athènes ou Carthage, qui peuvent commencer à ressembler un petit peu à des thalassocraties, sont également vaincus par des puissances plutôt terrestres à l'origine, que ce soit Sparte et Rome, qui ont simplement ajouté à leur arc, on va dire, une capacité navale qui leur a permis de prendre le dessus, et puis ensuite de prendre l'ascendant, évidemment, grâce à leur force terrestre. Alors, quels sont les atouts du maître de la Terre qui expliquent que ce soit lui qui domine, en fait, jusque vers les années 1500-1600 ? Ben, le premier atout, évidemment, c'est l'espace. L'espace se traduit naturellement, en quelque sorte, par des ressources agricoles, minières et toutes sortes de ressources diverses. Et puis, surtout, l'espace permet l'attrition de l'agresseur. Bon, je vous ai mis évidemment une image attendue qui est celle de la retraite de Russie et de la Grande Armée en 1812, parce que c'est vrai que la Russie illustre particulièrement cet atout de l'espace comme facteur d'épuisement de l'ennemi. Mais Fernand Braudel, par exemple, soulignait que pour la France, c'était pareil, c'est-à-dire que la France avait un territoire suffisamment vaste jusqu'à l'époque du moteur pour dissuader ou pour épuiser en fait les envahisseurs. On le voit d'ailleurs bien en 1914, une partie de l'échec de l'armée allemande dans son projet très ambitieux de vaincre la France en 6 semaines tient tout simplement au fait que des armées qui se déplacent à pied, puisque c'est encore le cas en 1914, sur un territoire aussi large allant de la frontière belge jusqu'à la zone de la région parisienne, et ces armées donc s'épuisent et finissent par être vulnérables. L'autre atout du maître de la Terre, c'est évidemment le nombre, qui va souvent avec l'espace. Nombre d'hommes, nombre d'animaux, c'est-à-dire donc force d'énergie et de mobilité, qui permet d'exploiter l'espace, ce nombre, et qui permet aussi de créer des richesses et donne des réserves pour alimenter les armées et pour les reconstituer après une défaite. On peut penser bien sûr au redressement de Rome après les désastres des débuts de la Seconde Guerre punique. Les Romains subissent 3 défaites majeures, dont la défaite de Cannes où leur armée est quasiment anéantie en totalité. Eh bien, elle va quand même pouvoir se redresser, reconstituer des armées et finalement prendre l'avantage. C'est donc pas un hasard si à l'époque moderne, la France devient la puissance majeure du continent. C'est elle qui a le territoire le plus vaste, en tout cas à l'ouest, et très vite en Europe en général, lorsque la Pologne aura disparu, en mettant bien sûr toujours de côté la Russie. C'est elle qui a aussi, surtout, la population la plus nombreuse. On approche les 30 millions d'habitants à l'époque de Napoléon. Et en plus, elle a un pouvoir qui est centralisé avec la monarchie absolue, ce qui lui permet de disposer d'une ressource fiscale extrêmement importante et une forte capacité de mobilisation humaine. On a vu tout à l'heure Lénine, pardon. On peut penser aussi à Staline et son fameux « le Vatican, combien de divisions ?» Il n'avait pas tort. En tout cas, sur la base de la puissance, c'est bien sûr aussi et d'abord le nombre.
Inversement, ces caractéristiques donc, sont limitatives pour la puissance maritime parce qu'il faut des moyens pour entretenir une flotte de guerre, que ce soit pour la construction navale proprement dite ou pour armer des équipages. Et la plupart des États antiques ou médiévaux sont absolument incapables d'entretenir des flottes uniquement pour faire la guerre. Et incapables de les faire combattre avec un système féodal, plus ou moins féodal évidemment. Un service de 40 jours, ça ne suffit pas pour faire des campagnes maritimes lointaines. Au Moyen-Âge, les États ont recours à des flottes privées, ce qui se traduit parfois par des épisodes un peu ambigus, on va dire, ou un peu désastreux, comme le sac de Constantinople en 1204, car les seules flottes permanentes, ce sont les flottes des cités marchandes. Elles, oui, évidemment, elles font pas forcément la guerre, ça peut leur arriver, mais elles ont surtout besoin des flottes pour faire du commerce. Et ce sont ces États, d'ailleurs, ces cités marchandes, italiennes en particulier, qu'on peut considérer comme les premières vraies thalassocraties, puisqu'elles dépendent vraiment et très majoritairement du commerce extérieur. C'est en particulier vrai, bien sûr, pour Venise, dont la survie même dépend des importations qui viennent de la mer. Et on peut aussi ajouter dans cette catégorie des premières thalassocraties une association de cités commerçantes, qui est la Hanse, qui est à l'origine donc une association marchande allemande, mais qui s'étend finalement depuis la Russie jusqu'à l'Angleterre au XIVe siècle. Et puis on a aussi quelques États en Asie du Sud-Est qui offrent aussi cette caractéristique d'États commerçants et donc d'États qui tirent leur richesse principale de la pêche et du commerce. C'est le cas donc au Vietnam par exemple d'un État qui s'appelle le Champa qui va durer pratiquement un millénaire et puis sur Sumatra ou sur Java également des États qui se succèdent et qui reposent donc sur un commerce maritime actif. Alors vous aurez remarqué que ces puissances se développent dans un contexte maritime très précis, qui est celui de mers fermées, où les distances et donc la durée des traversées est limitée. C'est un tout autre univers maritime qui commence avec les explorations européennes à partir du XVe siècle, puisque là, on va se lancer dans le grand large et dans la longue durée en mer. Christophe Colomb, par exemple, reste en mer un petit peu plus d'un mois. Et déjà, au début du XVIe siècle, avec Magellan ou avec Vasco de Gama, déjà, on a des traversées d'une centaine de jours à peu près, hein, donc pendant lesquels les navires ne touchent pas terre, donc ça veut dire qu'ils vivent sur les ressources qu'ils ont à bord. Et c'est ça qui va nous amener d'ailleurs du coup au débat fondateur sur la confrontation entre les puissances maritimes et les puissances terrestres. En effet, à la suite de ces grandes découvertes et de ces grandes explorations, enfin plutôt grandes explorations d'ailleurs que grandes découvertes, les premières thalassocraties, les premières grandes thalassocraties se mettent en place en Europe à l'époque moderne avec la République des Provinces-Unies, par exemple, hein, donc les Pays-Bas actuels, et surtout bien sûr l'Angleterre. C'est avec ces puissances qu'apparaît un adage aussi qui peut être considéré comme la première déclaration géopolitique, hein, on pourrait dire. C'est un adage qui est assez connu. Qui tient la mer tient le commerce du monde, qui tient le commerce tient la richesse, qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même. C'est un adage donc d'un aristocrate anglais, Sir Walter Raleigh, qui a été qui a fondé le premier établissement anglais en Amérique du Nord en 1584, un établissement qu'il a appelé donc la Virginie, donc au tout début de l'Empire britannique. Bon, là, on est un petit peu plus tard que Raleigh. On a déjà des implantations qui sont relativement importantes. Mais donc, c'était à peu près par là que Raleigh a fondé cette première colonie. Raleigh était un favori de la reine Élisabeth. Il a malgré tout fini sur l'échafaud en 1618 pour haute trahison. Bon, mais ça n'a pas empêché que l'aphorisme dont il est l'auteur, en tout cas qu'on lui attribue, est très directement une source d'inspiration pour la construction donc, de la thalassocratie britannique, qui se met en place à partir du XVIIe siècle, avec plusieurs étapes marquantes. L'invention, par exemple, des chambres du roi, ce qu'on appelle les chambres du roi au début du XVIIe, c'est-à-dire le principe en fait, de la mer territoriale,
Jusqu'à présent, personne n'avait songé à faire de la mer un espace obéissant à une autorité située à terre, en plus. C'est aussi le premier acte de navigation sous Cromwell au milieu du siècle qui réservait aux navires britanniques donc, le commerce avec l'Angleterre et donc qui permettait aussi de prélever un impôt spécial pour financer une flotte de guerre permanente. Et donc c'est le tout début de cette puissance maritime britannique, dont des historiens plus récents, comme Patrick O'Brien par exemple, ont souligné l'importance qu'elle a eue, y compris dans l'industrialisation du pays. La construction de navires de guerre en très grand nombre a déjà préparé, on va dire, le terrain à une forme de standardisation, à une forme de recherche de production très nombreuse, de pièces détachées, d'un certain nombre de choses, de standardisation des navires également. Et donc ça, c'était un début, effectivement, qui peut expliquer l'avantage que la Grande-Bretagne a pu avoir dans l'industrialisation un siècle plus tard. La pertinence de cette politique qui faisait converger donc les intérêts privés et le soutien de la puissance publique, puisque les intérêts privés s'occupaient du commerce, la puissance publique s'occupait de la marine de guerre, a été confirmée évidemment par les succès incroyables et on peut dire démesuré de ce petit État. La Grande-Bretagne, c'est un tout petit territoire, même avec l'Irlande, disons, ça fait un tout petit territoire, qui, donc, en 1815, a encore un empire relativement restreint, à part le Canada, bon, qui est très, très étendu, mais qui n'est pas très peuplé, mais qui, progressivement, et notamment au XIXe siècle, va prendre de plus en plus d'ampleur. Ici, on est dans les années 1886, donc on a déjà une colonisation plus approfondie en Australie, par exemple, ou aux Indes et en Afrique du Sud. Et puis, au moment de sa plus grande extension, c'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique donc, couvre un gros tiers de l'Afrique, voire presque une moitié de l'Afrique, la totalité des Indes, et puis donc des territoires alors, qui sont déjà en train de s'émanciper ou de devenir autonomes, comme l'Australie ou le Canada, mais qui sont quand même encore théoriquement sous la tutelle britannique. Alors ce grand succès de la Grande-Bretagne suscite évidemment des réflexions géopolitiques et une analyse géopolitique, même si le terme n'existe pas encore. Et le premier pays dans lequel on réfléchit à ce succès, c'est bien sûr le pays qui a été le plus souvent confronté à la fois en Europe et dans le monde à cette puissance britannique invincible, c'est-à-dire la France. Et les premiers analystes de l'efficacité britannique, on pourrait dire, et donc les premiers défenseurs de l'idée de la maîtrise des mers comme facteur de puissance, ce sont des Français, donc des amiraux français en général. Jean Grivel, par exemple, au XIXe siècle, qui analyse très finement la complémentarité entre la puissance navale et la puissance terrestre. On pourra y revenir. Et puis un autre amiral, alors qui n'était pas un très grand marin, mais qui a eu des idées tout à fait pertinentes et qui a écrit une très grosse histoire de la mer, de la marine en fait, qui s'appelait Lapérouse Bonfils, et qui lui donc soulignait le rôle de multiplicateur de puissance de la stratégie navale, ce qui préfigure tout à fait la thèse de Alfred Mahan, donc un amiral américain, mais avec un demi-siècle d'avance quasiment, hein, puisque Lapérouse Bonfils écrit dans les années 1840, et Mahan, lui, va écrire dans les années 1890. Alors, effectivement, l'apôtre, on va dire, de la puissance maritime le plus connu du grand public, c'est un amiral américain, donc, qui est Alfred Thayer Mahan, qui écrit plusieurs livres, plusieurs études, dont 2 livres dans les années 1890. Le premier, le fondateur, c'est l'influence de la puissance navale ou la puissance maritime sur l'histoire, principalement fondée sur l'étude du cas britannique. Donc ces écrits de Mahan s'inscrivent dans un courant plus global qu'on appelle le New Navalisme,
c'est-à-dire la redécouverte finalement de l'intérêt de la puissance maritime. Bon, c'est vrai que quand on était confronté à une puissance très dominante comme la Grande-Bretagne, on ne voyait pas très bien comment on pouvait la contester, donc personne ne se lançait trop dans le défi au thalassocrator. Mais avec les modifications liées à l'industrialisation, avec les modifications liées aussi aux nouveaux armements navals, il y a un certain nombre de puissances qui commencent à s'intéresser à cette possibilité de concurrencer la Grande-Bretagne. Et ça va d'ailleurs créer une course aux armements à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, auquel, bien entendu, participent les États-Unis. Parce que ce que Mahan a souhaité, c'est que les États-Unis, enfin la conséquence qu'il tire, logique, de son étude, c'est que les États-Unis doivent devenir une puissance maritime pour pouvoir éventuellement rivaliser donc, avec la Grande-Bretagne. Et il va trouver une oreille tout à fait attentive et des fonds correspondants, on va dire, avec Theodore Roosevelt, qui est d'abord secrétaire adjoint à la Marine en 1907-1908, et qui sera ensuite président des États-Unis, et qui va augmenter donc le budget de la marine de façon très importante, parce que ça correspond tout à fait à son souhait d'augmenter là aussi la puissance des États-Unis, d'augmenter la capacité de rayonnement des États-Unis. Theodore Roosevelt, c'est le président de ce qu'on appelle la doctrine du Big Stick, qu'il résumait à cause d'un aphorisme, alors qu'il attribuait, dont il faisait un proverbe africain, mais personne n'a jamais réussi à trouver un proverbe africain de ce type, qui était parle doucement, porte un gros bâton et tu iras loin. Voilà, c'était ça son idée. Et donc le gros bâton en question, c'est en particulier la flotte de guerre, bien sûr, qui impressionne sans qu'on ait forcément besoin de s'en servir. C'est l'intérêt évidemment du Big Stick, c'est qu'il fait peur et donc personne ne songe à se frotter à ce Big Stick. Et donc Roosevelt, il a à la fois forgé ce Big Stick maritime et il l'a aussi lancé sur les mers, puisque donc entre 1907 et 1909, il y a une grande flotte baptisée la Grande Flotte Blanche parce que d'abord c'était présenté comme quelque chose de pacifique, donc le blanc est associé plutôt à des intentions pures, et puis parce que donc les bateaux étaient de fait peints en blanc, les coques étaient de fait peintes en blanche, et donc cette Grande Flotte Blanche est une flotte qui comporte notamment 16 cuirassés, ce qui est pas mal quand même, c'est des gros bateaux, avec leur escorte, et qui ont fait donc une circumnavigation, donc un tour du monde, de à peu près 35 000 milles marins, c'est-à-dire 65 000 km, donc une fois et demie la circonférence de la Terre de base, on va dire. Donc c'est le début de l'ascension des États-Unis comme puissance navale, puisque en 1914, l'US Navy pointe déjà à la 3e place des puissances navales, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et après la Première Guerre mondiale, elle est quasiment première ex aequo, on va dire, avec le Royaume-Uni. Elle est un petit peu en dessous, la flotte. Après la Première Guerre mondiale, il y a un traité qui est signé en 1922, un traité international, qui est destiné justement à éviter la reprise d'une course aux armements navals, donc qui est destiné à limiter, à fixer des plafonds des armements navals. Et donc la Grande-Bretagne et le Royaume et les États-Unis se retrouvent quasiment à la même place, enfin avec le même tonnage. C'est aussi le moment où, dans cette période donc, du début du XXe siècle, c'est aussi le moment où le débat fait rage, justement, entre les tenants de la puissance maritime et les tenants de la puissance terrestre. Et là, nous retrouvons notre graphique, et là, on voit bien que dans cette période, alors qui va se prolonger d'ailleurs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et même un peu au-delà, on a bien cette montée en flèche de l'utilisation du terme de thalassocratie, qui va avec la contestation et la réflexion sur le poids que veulent conserver éventuellement les puissances terrestres.
Alors, les tenants de la puissance continentale sont plutôt souvent allemands. Bon, c'est pas forcément complètement garanti, mais c'est un peu ça. Notamment en lien avec une école qui apparaît aussi à la fin du XIXe siècle, qui est l'école de l'espace vital, bon, qui sera ensuite réutilisée à des fins plus agressives et un peu funestes par le nazisme. Mais finalement, le fondateur de la contestation de la puissance navale et de la puissance maritime, c'est plutôt un Anglais qui s'appelle donc Halford Mackinder, qui en 1904 propose une théorie donc de la domination du monde, on va dire ça comme ça, qui repose donc sur ce qu'il appelle le pivot géographique de l'histoire, c'est-à-dire une zone qu'il baptise donc le Heartland, la terre centrale ou le cœur de la Terre, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Donc c'est cette zone qui figure sur cette carte, sur ce schéma, donc sous l'appellation de pivot area, donc l'aire du pivot. Donc ce pivot qui se trouve... Alors, les frontières du pivot et du Heartland ont fluctué dans la théorie de Mackinder. Mais disons qu'en gros, ça couvre la zone qui correspond à une grande partie de la Russie, mais qui s'étend pratiquement aussi jusqu'à l'Asie orientale et qui descend jusqu'à l'Asie centrale également. Et puis tout autour de ce pivot se disposent donc des croissants successifs. Un premier croissant qui est le croissant où il y a l'Europe occidentale, la Turquie, l'Inde, la Chine. Et puis ensuite le croissant extérieur où se trouvent les États-Unis enfin, l'Amérique en général d'ailleurs, l'Australie, etc. Bon. Et alors, ce que propose Mackinder, c'est pas d'ailleurs de contester la domination historique des puissances maritimes. Il est plutôt d'accord, effectivement, avec l'idée que dans l'histoire, en tout cas depuis l'émergence de la puissance britannique, ce sont plutôt les puissances maritimes qui dominent. Mais il pense que l'avènement du chemin de fer donne un nouvel atout aux puissances terrestres dans le futur. Et cet atout, donc, c'est précisément de pouvoir maîtriser cette zone pivot, qui est aussi une zone centrale et qui est aussi une zone un peu préservée, puisque dans la zone, enfin, la mer qui est la plus proche et qui pourrait permettre éventuellement une attaque de la puissance maritime, la mer qui est la plus proche, c'est, vous voyez, la mer de glace, ici, ou la mer gelée. De fait, c'est une zone dont les eaux sont prises par les glaces très souvent, pas tout le temps, en partie tout le temps, mais en tout cas très souvent. Et donc ça empêche la puissance maritime d'intervenir, évidemment. Alors que le pivot, lui, la puissance qui contrôle le pivot, elle peut se répandre un peu à droite, à gauche, grâce au chemin de fer, et peut aller surtout beaucoup plus vite qu'avant. Parce qu'avant, les déplacements, c'était évidemment au rythme de la marche. Et donc Mackinder va résumer un petit peu sa vision des choses pour l'avenir, puisque c'est plutôt dans l'avenir qu'il se projette. Et il résume ça sous la forme d'un triptyque qui contrôle l'Europe orientale, commande le Heartland, donc le Heartland c'est cette zone pivot, qui contrôle le Heartland, commande l'île-monde. Alors l'île-monde, c'est l'ensemble eurasien, on va dire, c'est-à-dire l'ensemble qui va de la Manche, mer du Nord jusqu'au Pacifique et jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Et dernière étape, qui contrôle l'île-monde, contrôle le monde. Bon, cette façon de présenter les choses vous aura évidemment rappelé la présentation de notre ami Raleigh du XVIIe siècle. C'est la même chose, c'est le même principe, mais cette fois-ci, Mackinder s'appuie sur des zones géographiques et non pas sur le principe de contrôle du commerce, contrôle des mers, qui était celui de Walter Raleigh. Et pourtant, il faut quand même attendre le XXe siècle, en fait, pour que les puissances maritimes puissent s'imposer à ce qu'on va commencer à appeler donc les tellurocraties, d'un mot grec qui veut dire donc la terre. Parce qu'en fait, on peut quand même contester à la fois Mackinder dans sa
présentation qui est un petit peu floue, et qui est c'est un peu des arguments d'autorité en fait qu'il utilise. Et puis on peut aussi contester Mahan, parce que Mahan, il n'était pas si clairvoyant que ça, finalement. Par exemple, c'est un adepte de la transposition sur mer de la doctrine napoléonienne de la bataille décisive. Pour lui, en mer, tout doit se résoudre dans une rencontre des flottes de guerre, des escadres, donc, ce qu'on appelle les escadres. C'est la grande querelle des marins entre la guerre de course et la guerre d'escadre. Bon. Donc pour lui, tout doit se résoudre dans une sorte de rendez-vous que se donnent les flottes de guerre. Elles s'affrontent, il y en a une qui est coulée, l'autre qui continue à vivre, donc c'est celle qui continue à vivre qui a gagné la guerre, et donc c'est cette puissance-là qui l'emporte. Sauf que, en fait, dans la Première Guerre mondiale, c'est pas du tout ça qui se passe. Dans la Première Guerre mondiale, il y a très peu d'affrontements navals. En fait, c'est plutôt une autre stratégie défendue par un Anglais qui s'appelle Corbett, qui est la stratégie qu'on appelle la stratégie de la flotte en vie, ou Fleet in Being dans version originale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ce qu'il faut, c'est économiser ses forces, au contraire, et éviter de risquer sa flotte dans un affrontement dont on pourrait ne pas sortir vainqueur, évidemment, parce que c'est bien beau de faire une bataille. En général, quand on engage une bataille, on pense qu'on va la gagner, mais on peut très bien la perdre. Donc si on la perd, on a tout perdu. Et effectivement, quand on perd tout, dans un seul engagement, c'est ce qui est arrivé, par exemple, à la flotte russe en 1905 à Tsushima. Cette flotte donc, de secours qui vient, alors après un périple inimaginable, mais bon, c'est une autre histoire, qui se fait coincer donc, dans le détroit de Tsushima par la flotte japonaise. Elle est envoyée par le fond, et donc la Russie n'a plus d'autre choix que de traiter aux conditions que les Japonais lui imposent. Donc pour éviter ça, pendant la Première Guerre mondiale, personne ne s'est risqué, finalement. Il y a juste eu une bataille, alors qui est quand même la plus grande bataille navale de l'histoire, c'est la bataille du Jutland. Mais malgré tout, c'est une bataille un peu anecdotique, hein, on pourrait dire, puisque, en fait, elle n'a pas changé radicalement la situation. Donc, chacun a gardé ses navires jusqu'au bout de la guerre, pratiquement. Et puis, simplement, tout a tourné autour du blocus. Voilà, du blocus maritime et du contre-blocus qu'essayaient de faire les Allemands avec le sous-marin. Bon. Donc finalement, les idées ou les intuitions ou les conclusions de Mahan n'étaient pas forcément les bonnes. Et puis, stratégiquement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la puissance maritime a finalement peu de moyens d'action à sa disposition. Le blocus est rarement totalement étanche. Alors il faut vraiment que le pays soit petit. Contre l'empire napoléonien, c'était un peu difficile. Et en plus, alors la puissance maritime bénéficie évidemment d'une capacité d'initiative et peut déclencher des attaques un peu partout où elle veut, contrairement à la puissance terrestre. Mais ces attaques directes dépassent très rarement l'envergure de simples raids de pillage et sont pas très souvent non plus des succès. Dans la guerre de 7 ans, par exemple, les raids anglais sur les côtes de France ont été le plus souvent refoulés et ne sont pas à l'origine de la victoire des Anglais dans la guerre de 7 ans. Il faut se rappeler que quelqu'un qui n'était pas n'importe qui quand même, hein, pour la puissance britannique, qui était l'amiral Nelson, disait tout le temps « le marin qui s'attaque à la terre est un fou ». Voilà. Donc s'attaquer à la terre depuis la mer, c'était absolument suicidaire de son point de vue. Bon, il disait peut-être ça parce qu'il avait perdu son œil dans une attaque comme ça, mais bon, c'est pas seulement la seule raison, je pense. Pourquoi? Parce que les canons de marine à l'époque n'ont pas une portée extraordinaire, donc ils bombardent le rivage, mais après il n'y a plus rien. Et puis on peut débarquer que très peu de soldats, et ces soldats, après, on n'a pas les moyens de les entretenir, hein, on va dire, de leur apporter tout le ravitaillement qu'il leur faut. Donc on a forcément des limites logistiques à une occupation d'un territoire par un corps expéditionnaire. Sauf si, évidemment, on est accueilli, comme c'est le cas des Anglais dans la péninsule ibérique au moment des guerres napoléoniennes. Donc, en fait, la puissance maritime, elle a besoin d'alliés sur le continent. C'est ce que révèle aussi, bien sûr, la stratégie et l'histoire britannique. C'est pour ça que le Royaume-Uni a été au centre de très nombreuses coalitions contre la France, que ce soit sous Louis XIV, que ce soit sous Louis XV, et puis bien sûr sous la République et sous le Premier Empire. Et quand c'est l'Allemagne qui est devenue la principale menace, du point de vue britannique, eh bien c'est le grand renversement d'alliance dont on a
perdu peut-être le côté spectaculaire, parce que pour nous c'était une évidence, mais pour les contemporains ça ne l'était pas du tout, le grand renversement d'alliance de l'entente cordiale, c'est-à-dire qu'en 1904, la France et la Grande-Bretagne règlent tous leurs différends qui traînaient encore depuis un certain nombre de décennies, voire de siècles, et décident de se concerter, on va dire, face à la menace que représente l'avancée de l'Allemagne. Et après, ça sera même carrément l'entente avec, enfin, disons, la même procédure, un petit peu moins chaleureuse, avec la Russie également. Et donc, dans la Première Guerre mondiale, l'Angleterre est alliée de la France et de la Russie, parce qu'elle juge que l'Allemagne est sa principale rivale et sa principale menace. D'ailleurs, le problème des thalassocraties, c'est justement qu'elles sont vulnérables, parce que leurs bases terrestres peuvent être exposées. Les Pays-Bas, par exemple, ils ont réussi à se sauver d'une invasion sous Louis XIV en inondant leur territoire. Bon, c'est pas forcément une stratégie très réjouissante, et il ne faut pas la renouveler très souvent. Bon, ça a marché une fois. Mais en 1795, ils n'ont rien pu faire contre le gel, parce que là, évidemment, ils ne pouvaient pas inonder. Et du coup, leur flotte de guerre, enfin une partie de leur flotte de guerre, a été conquise par une charge de cavalerie. C'est une première assez audacieuse. La cavalerie française s'est emparée de la flotte hollandaise, parce qu'elle était coincée dans les glaces. Voilà. Et que les chevaux se comportaient mieux sur la glace que les bateaux. Et l'Angleterre, elle a parfaitement conscience, évidemment, de sa vulnérabilité. Et c'est même pour ça qu'elle surveille les puissances continentales. La vulnérabilité de l'Angleterre, elle est là. C'est les ports de ce qu'on appelle le Northern Range aujourd'hui en géographie. C'est les ports de la mer du Nord, de la Belgique et des Pays-Bas. C'est de là qu'on peut passer en quelques heures de navigation du continent à l'Angleterre, et pas n'importe où à l'Angleterre, ça c'est la Tamise. Et donc là c'est Londres. Et Londres, c'est un port de mer. Donc quand vous remontez la Tamise, vous arrivez à Londres avec une flotte de guerre et vous arrivez au cœur de la puissance britannique en l'espace de quelques heures, oui, encore une fois, de navigation. À plus forte raison quand c'est des navires qui sont des navires à vapeur. Déjà, c'était vrai du temps des navires à voile, mais c'est encore plus vrai, évidemment, avec les navires à vapeur. Et c'est pour ça que l'Angleterre n'a jamais accepté qu'une puissance importante, et notamment une puissance terrestre importante, s'installe là, en Belgique ou aux Pays-Bas. Et donc, tant que la France, effectivement, révolutionnaire, puis impériale, tient les Bouches de l'Escaut, et donc le port d'Anvers, qui est un port en eau profonde, donc on peut masser une flotte importante et on peut masser des effectifs importants, l'Angleterre ne peut pas faire la paix, c'est pas possible. Elle ne peut pas accepter ça. Voilà. Et quand c'est l'Allemagne qui menace de prendre la Belgique et qui menace de prendre ce littoral menaçant pour elle, eh ben, c'est l'Allemagne qu'il faut mettre en échec. Donc, cette vulnérabilité, l'Angleterre en a parfaitement conscience. C'est ce qui, d'ailleurs, dans la Seconde Guerre mondiale, commande aussi la politique là, de l'ennemi de l'Allemagne, de l'Angleterre, c'est-à-dire de l'Allemagne. Hitler va d'abord tenter de faire plier la Grande-Bretagne par la bataille d'Angleterre, donc aérienne. Il n'y arrive pas, donc il ne peut pas envisager un débarquement d'Angleterre. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de vaincre l'URSS pour décourager les Anglais, pour leur dire, bon, voyez, vous n'avez plus d'alliés, c'est fini. Votre dernier allié possible sur le continent, il est soumis, il est désarmé. Donc maintenant, la seule solution qui vous reste, c'est de faire la paix avec nous. Voilà. Donc ça va se retourner contre lui. Fort heureusement, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la Deuxième Guerre mondiale consacre la nouvelle capacité des puissances maritimes à projeter leur puissance, avec une série de débarquements réussis à partir de 1942. Remarquons quand même que jusque-là, les débarquements ne sont toujours pas une opération facile. Les débarquements qui sont tentés, par exemple le débarquement des Dardanelles en 1915, c'est un fiasco complet. Les opérations amphibies qui sont tentées à Dieppe, par exemple, en 1942, c'est un échec complet. Donc le fait de jeter des troupes sur un littoral pour voir ce que ça donne et pour essayer de reconquérir un territoire, c'est absolument pas facile et c'est absolument pas évident. Donc c'est seulement à partir de 1942 que, avec
la domination, avec la longe supplémentaire que donne l'artillerie de marine, qui maintenant tire à quand même 30 ou 40 km de profondeur. Donc des bateaux qui sont proches de la côte, ils peuvent atteindre des objectifs à l'intérieur des terres, et ils peuvent servir d'appui pour les unités au sol. Avec la longe, bien sûr, de l'aviation et de l'aéronavale, c'est-à-dire des avions embarqués sur des porte-avions, et avec surtout un effort logistique incroyable, et avec une maîtrise logistique formidable, là, les débarquements vont pouvoir commencer à être payants. Et là, on va pouvoir commencer effectivement à envisager une reconquête. Mais c'était pas du tout, je dirais, encore en 1941 ou 1942, le taux de réussite d'opérations de ce genre était évidemment très très faible. Il reste quand même une question qu'on peut se poser. Je n'ai pas la réponse, je vous laisse la trouver tout seul. Est-ce que les alliés occidentaux auraient pu reconquérir l'Europe si la Wehrmacht ne s'était pas usée pendant 3 ans contre l'URSS? Et est-ce que les débarquements auraient été aussi réussis, les débarquements de 1944, ou de 1943 même en Italie, auraient été aussi réussis s'il n'y avait pas eu à peu près la moitié de l'armée allemande, et a priori plutôt les meilleures unités, engagés sur le front de l'Est? On peut se poser la question. D'ailleurs, je vous propose un petit test comme ça pour changer un peu de 30 secondes de préoccupation, que je fais souvent avec mes élèves. C'est les réponses donc, qui sont apportées à un sondage dans lequel on pose la même question, mais à des périodes très différentes. Qui a le plus contribué à la victoire contre l'Allemagne? En mai 1945, on pose cette question aux Français. En mai 1945, la réponse est à 57% l'URSS. Aujourd'hui, enfin, c'était en 2004, mais je pense que ça ne devrait pas avoir changé beaucoup depuis 20 ans. Aujourd'hui, la même proportion dit les États-Unis. Ce qui veut dire que les Français qui ont vécu la guerre, puisque c'est eux qui répondent en 1945, avaient quand même probablement plus conscience de l'importance qu'avait joué le front de l'Est et l'usure de l'armée allemande sur l'affaiblissement de l'Allemagne globale que les générations actuelles qui, elles, ont appris la guerre à l'école, enfin on peut espérer, ou qui l'ont vu à travers des films, à travers des choses comme ça, et bon, qui savent évidemment toute l'importance qu'ont eu les États-Unis dans cette guerre, y compris d'ailleurs pour aider l'URSS à tenir, parce que pour le coup, l'URSS n'aurait peut-être pas tenu non plus s'il n'y avait pas eu l'aide américaine. Bon. Mais c'est pour voir, vous voyez comment l'appréciation de la situation peut être quand même très, très variée. Et puis alors, moi, en tant qu'historien, en général, j'ajoute pour mes élèves, je leur dis, mais il y a quelque chose de très injuste dans ce sondage. C'est la place de la Grande-Bretagne. Personne ne songe à dire que c'est la plus importante, alors que c'est ça le plus important. Parce que si la Grande-Bretagne avait, en 1940, dit « bon, la France est battue, on arrête tout », ce que lui propose Hitler, ce que certains Anglais sont prêts à faire, Chamberlain, Halifax, etc. Et s'il n'y a pas eu Churchill pour dire « non, on va continuer jusqu'au bout », nous ne serions peut-être pas là en train de parler des puissances maritimes et des puissances théocratiques. Voilà. Oui, ça, c'est un petit aparté d'historien. Bon. Alors, toujours est-il que aujourd'hui, avec l'avènement des armes comme des missiles, notamment les missiles de croisière, donc qui ont une portée de plusieurs centaines de kilomètres, voire de plus d'un millier de kilomètres, la projection de force depuis la mer est de plus en plus une hypothèse préférentielle pour les puissances en général d'ailleurs, et le meilleur moyen d'agir avec un minimum de contraintes, puisque les océans sont accessibles effectivement partout, ils sont juridiquement neutres, on va dire, puisque 95% des espaces urbanisés de la planète sont accessibles à des frappes depuis la mer, donc sont dans un périmètre de quelques centaines de kilomètres accessibles depuis la mer, à plus forte raison avec des avions, avec des missiles. Et en plus, l'atout principal qu'avaient les États-Unis ou qu'avait le Heartland de Mackinder,
c'est-à-dire le côté invulnérable, puisqu'on est très loin des espaces que les puissances maritimes peuvent atteindre, et bien ce côté invulnérable ne tient plus. Aujourd'hui, avec les missiles intercontinentaux, plus personne n'est invulnérable, plus personne n'est hors d'atteinte. C'est terminé. Et à plus forte raison, évidemment, avec l'arme atomique. Alors, ça nous amène donc à notre deuxième partie, c'est-à-dire l'ébauche d'une alliance des puissances continentales aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que 1991 veut dire le triomphe des puissances maritimes? Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une nouvelle approche géopolitique qui a renouvelé un petit peu l'approche de Mackinder, ou qui est venue la compléter, on va dire. C'est l'approche d'un Américain qui s'appelle Nicholas Spykman. Alors, il reprend en gros la structure que proposait Mackinder, avec donc ce Heartland au milieu. Mais lui, il va insister sur l'importance de ce qu'il appelle donc le Rimland, c'est-à-dire ce premier anneau autour du Heartland, parce que le Rimland, pour lui, c'est le cœur de la puissance. Voilà. C'est là que se joue, en fait, le rapport de force entre puissance maritime et puissance terrestre. Celui qui l'emporte entre les puissances maritimes et les puissances terrestres dans ce Rimland, c'est lui qui pourra dominer le monde. Alors, cette analyse n'est pas inintéressante, d'autant plus qu'en fait, si on réfléchit par rapport à la démographie, le Rimland, ça correspond aux zones qui sont historiquement les plus peuplées. Vous voyez, donc, au 1er siècle de notre ère, on a déjà ce côté, enfin, ce croissant qui relie les grandes zones de peuplement autour des grandes vallées fluviales, la Chine, l'Inde, enfin le nord de l'Inde, et puis l'Europe occidentale aussi déjà. Et en 1800, c'est encore plus net. On a toujours donc cette puissance, alors cette domination plutôt, cette concentration démographique, cette densité démographique qui s'est étendue là du coup jusqu'à la Corée et jusqu'au Japon. Mais on a bien cette zone qui correspond. Alors que le Heartland, vous voyez, hein, est plutôt désert, lui, en revanche. Donc le Heartland, il est intéressant pour ses ressources, éventuellement, mais la population, elle ne vit pas tellement dans le Heartland. Bon, c'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut faire à Mackinder. Et alors, le monde de la guerre froide, c'est presque une caricature du monde de Spykman. C'est-à-dire qu'on a effectivement les États-Unis qui pratiquent une forme de containment très systématique pour bloquer l'URSS et ses alliés, pour les encercler et pour les contenir autant que possible dans ce Heartland ou à proximité du Heartland, sans pouvoir trop se développer. Alors, j'ajouterais que que la Seconde Guerre mondiale a aussi évidemment permis aux États-Unis de devenir la grande puissance maritime, évidemment, le thalassocrator, le revoilà cette fois-ci, incontestable, et qu'ils le sont toujours. C'est-à-dire qu'on retrouve l'inertie que j'évoquais au tout début. Aujourd'hui, on va y revenir, les États-Unis sont toujours la puissance dominante sur les mers. Alors, leur domination sur les mers, elle s'exprime notamment par une présence maritime, donc tous azimuts, non seulement maritime, mais aussi une présence aussi navale, aérienne, pardon, et une présence terrestre. C'est-à-dire qu'il y a un prédéploiement de forces américaines un peu partout dans le monde. Et cette domination, elle permet en fait trois choses. D'abord, elle permet le fonctionnement d'une économie ouverte. Les États-Unis, en 1945, se sont convertis au libre-échange. Ça va peut-être pas durer, mais ça aura quand même duré 80 ans, c'est déjà ça. Après un siècle, ou à peu près un siècle de protectionnisme, bon, ben voilà, c'est une forme de respiration. Et ils ont été suivis, évidemment, par la plupart des économies de la planète, en tout cas des économies industrialisées. Le dollar est devenu d'ailleurs la monnaie des échanges majeurs. Et en plus, ça correspondait aussi à la période où le pétrole est devenu l'énergie dominante. Or, le pétrole, à part aux États-Unis et en Russie, le pétrole, les utilisateurs du pétrole ne sont pas des producteurs en général. C'est le cas notamment des pays européens ou du Japon. Donc, il faut aller le chercher ailleurs. Il faut qu'il arrive par bateau. Donc, il fallait effectivement pouvoir assurer la sécurité des approvisionnements maritimes. C'est ce que font les États-Unis et c'est ce qu'ils continuent à faire, par exemple, quand ils envoient des missiles sur les Houthis au Yémen.
Le deuxième point, le deuxième intérêt de cette domination sur les océans, c'est la possibilité d'intervenir sur des points chauds. La puissance maritime, on l'a vu, hein, c'est la possibilité d'agir un peu comme on veut, de se porter aux endroits qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins sensibles. Donc, autour du Rimland, enfin dans le Rimland, les États-Unis sont effectivement intervenus pour secourir un allié en difficulté, en Corée en 1950, Israël en 1973 par exemple, ou pour faire appliquer un certain nombre de décisions du droit international. Ça a été le cas par exemple pour l'intervention au Koweït en 1991. Et la troisième mission, et la troisième fonction de cette domination, ou la troisième chose que permet cette domination, c'est la mission de dissuasion en dernier ressort, la dissuasion nucléaire, qui est la grande nouveauté, on va dire, hein, depuis 1945. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, enfin, parmi les vecteurs de la dissuasion nucléaire, il y a des sous-marins, donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE, qui sont invisibles, qui sont quasi indétectables et qui sont mobiles. Et donc ces sous-marins constituent la garantie, si on peut dire, de représailles possibles en cas de guerre et même en cas de frappe atomique. C'est-à-dire que même si une puissance lançait une frappe atomique pour désarmer les États-Unis, par exemple, eh bien, il y aurait toujours la possibilité pour le président de déclencher des représailles à partir des sous-marins nucléaires qui sont en patrouille. Et donc, l'idée d'une victoire dans une guerre nucléaire est absolument impensable. Donc, c'est cette composante de la dissuasion de dernier ressort qui est absolument essentielle. Donc, les États-Unis disposent, déploient pour assurer ces missions, donc un dispositif permanent de forces aériennes, navales, terrestres. Et c'est ce qui explique en partie, bien sûr, l'ampleur du budget américain de la défense. En 2024, ce budget, en comptant un petit peu tous les à côté, est proche des 1 000 milliards de dollars. C'est-à-dire à peu près les 39% du total des dépenses militaires mondiales. Ce qui est une proportion plus ou moins stable, on va dire. Dans le monde, donc, on dépense à peu près 2460 milliards. On a dépensé en 2024 2460 milliards de dollars pour les questions d'armement. De façon intéressante, on voit que cet effort de dépenses militaires s'inscrit dans un mouvement qui est plutôt ascendant. Vous avez ici un tableau qui vous présente les dépenses militaires américaines en dollars courants, c'est-à-dire en dollars constants, pardon, c'est-à-dire en dollars mis à jour, hein, en quelque sorte, de l'inflation. Et on voit que il y a bien sûr les très grandes dépenses qui ont été faites au moment de la Seconde Guerre mondiale, et puis après c'est retombé, mais après c'est remonté tranquillement, ça a continué à monter, ça continue à monter. Aujourd'hui, on n'est pas loin des niveaux de dépenses que les Américains avaient déjà au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, ce budget, donc, qui est en augmentation, en dollars courants, en dollars constants, pardon, ce budget correspond à une part qui diminue du revenu de l'État fédéral. C'est-à-dire que le budget de l'État américain consacré à la dépense est, lui, plutôt en phase de réduction. Et on est aux alentours de 20% des dépenses donc, de l'État fédéral qui sont consacrées à la défense. Donc ça traduit aussi, bien sûr, la puissance économique des États-Unis, c'est-à-dire que le PIB américain a suffisamment augmenté pour que, avec un effort ou un prélèvement moindre en proportion, les Américains réussissent quand même à dégager des budgets en augmentation. Malgré la répartition entre les trois armées, elle est à peu près équitable, mais en tout cas, c'est la Navy et l'Air Force qui sont au premier rang, quasi à égalité, aux alentours de 30% chacune. Ce qui traduit là encore l'effort évidemment d'expansion. Malgré des efforts très très importants de la Chine depuis 30 ans, les États-Unis disposent encore d'une supériorité navale considérable en tonnage d'une part, mais aussi en type de navire. Par exemple, les Américains disposent d'une dizaine de porte-avions
alors que les Chinois en sont qu'à leur premier, et comme vous le voyez, il n'a pas d'avion parce que tout simplement il est encore en essai. Voilà. Et puis surtout, les Américains, ils ont une cinquantaine de sous-marins nucléaires d'attaque. Alors, ce n'est pas ceux qui portent les sous-marins, qui portent les missiles atomiques. Ce sont ceux qui sont destinés aux missions d'attaque vers la Terre ou aux missions d'attaque contre des bateaux ou contre des sous-marins ennemis. Alors, 50 sous-marins en stock, si on peut dire, même en tenant compte du fait qu'évidemment, ils ne sont pas tous disponibles en même temps. Ça veut dire qu'en fait, les États-Unis, ils ont quasiment la capacité de mettre au marquage, à la culotte, comme on dirait en foot, un sous-marin nucléaire d'attaque sur chaque SNLE d'une puissance adverse. Et donc de suivre, avec un sous-marin, c'est la meilleure arme pour ça, de suivre où se trouvent les sous-marins de la puissance adverse, donc de pouvoir éventuellement les neutraliser avant qu'ils ne puissent déclencher leur frappe. Bon, ils s'en servent aussi pour faire beaucoup d'autres choses, bien sûr. Donc, incontestablement, les États-Unis sont le thalassocrator. Est-ce que pour autant, ils sont une thalassocratie ? Personnellement, je ne le pense pas, parce qu'en fait, ils ne dépendent pas tant que ça du reste du monde. Ils sont autosuffisants en énergie, ils sont autosuffisants aussi du point de vue alimentaire, ils ont beaucoup de minerais suffisamment chez eux, et ils ont leur économie à un très faible taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, c'est le ratio entre les exportations, enfin, ou le commerce international en général, et le PIB. Les États-Unis, c'est un des plus faibles taux d'ouverture des grandes puissances économiques. Beaucoup plus faible que la Chine, par exemple. Beaucoup plus faible que les puissances européennes. Donc, en fait, les Américains, ils sont un peu... ils peuvent se rêver en étant autosuffisants. C'est pas vrai, parce que personne ne peut être autosuffisant aujourd'hui, mais ils peuvent se rêver comme une puissance autosuffisante. Ce qui est un peu le propre de la puissance terrestre, justement. La puissance terrestre, elle se rêve autarcique. Elle se rêve complètement indépendante de son environnement. Et ça peut aussi expliquer, pourquoi pas, la politique de l'actuel président. Alors, le deuxième point, l'alliance Chine-Russie. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est un rapprochement opportuniste ou une alliance durable ? Bon, comme je vois que le temps passe, il va falloir que j'accélère un petit peu. Ces deux puissances, incontestablement, elles sont un peu à l'image des États-Unis, d'ailleurs, d'une certaine façon. Donc dans la revanche, si on se pose la question, la revanche des puissances terrestres, pourquoi ne pas mettre les États-Unis aussi, d'une certaine façon, puisque c'est un peu les États-Unis sont un peu une version biface. Hein, c'est à la fois une puissance thalassocratique, évidemment, puisque c'est une puissance maritime dominante, mais il y a aussi aux États-Unis une tendance isolationniste et une tendance protectionniste très profonde. Donc la Chine et la Russie sont un peu à cette image-là, et surtout, alors bon, la Russie est probablement beaucoup plus continentale pour le coup que la Chine, mais en fait, ce sont d'abord des puissances continentales, mais qui se sont dotées d'une puissance maritime additionnelle en quelque sorte, parce qu'elles ont compris que c'était nécessaire pour être une puissance mondiale. La Chine avait fait l'erreur, si on peut dire, au XVe siècle, de tourner le dos à la mer après avoir financé les expéditions maritimes. Et elle s'était fermée sur elle-même, et c'est ce qui lui a valu la mauvaise surprise, hein, on va dire, d'être envahie plus ou moins par les Européens au XIXe siècle et de ne pas pouvoir résister, d'où ce qu'elle a appelé le siècle des humiliations qui a été subi entre les années 1840 et la Seconde Guerre mondiale. Le premier objectif des dirigeants chinois, c'est d'effacer toutes les conséquences de ce siècle des humiliations. Ils y sont presque. La seule conséquence qui reste, la principale conséquence qui reste encore, c'est évidemment Taïwan. Donc on peut comprendre que Taïwan, c'est un objectif, et dans les déclarations et dans la tête, on va dire, du président Xi Jinping, Taïwan doit revenir à la Chine. Et il a en tête, plus ou moins, bien sûr, un objectif chronologique très précis, qui est 2049, c'est-à-dire le centenaire de la proclamation de la République populaire de Chine. Alors lui, il sera peut-être plus là d'ailleurs, donc je pense qu'il veut peut-être le faire avant qu'il ne disparaisse. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il s'active un peu. Et ça peut expliquer donc pourquoi la Chine soutient aujourd'hui la Russie dans la guerre en Ukraine. C'est que d'abord, ça lui permet d'avoir un allié qui lui fournit un débouché et qui lui fournit aussi des matières premières. Mais c'est aussi une façon aussi de tester un petit peu les États-Unis et leurs alliés pour voir
jusqu'à quel point il serait prêt à s'engager, par exemple, pour défendre Taïwan. Alors la Chine tient plutôt un discours modérateur, mais pour la Russie, l'intérêt de la Chine, c'est que, enfin l'intérêt du soutien chinois, c'est que ça lui permet justement de ne pas être seul. Contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment, la Chine n'est pas isolée en fait dans sa politique en Ukraine. Bon, j'ai pris ici l'exemple du vote pour la suspension du statut de membre du Conseil de l'Europe, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, parce que c'est assez significatif de voir qu'il y a beaucoup de pays qui ont voté contre la suspension, qui ne se sont même pas abstenus, qui ont voté contre la suspension de la participation de la Russie à ce comité. Bon, simplement, pour la Russie, cette coopération avec la Chine se traduit par une dépendance unilatérale quand même par rapport à la Chine. Elle troque en fait sa méfiance, on va dire, par rapport aux Occidentaux, par une dépendance par rapport à la Chine. On le voit récemment, par exemple, elle a conclu des accords pour qu'elle puisse régler les échanges et les achats de la Chine ou les achats qu'elle fait en Chine dans la monnaie chinoise. C'est plus le dollar, mais c'est la monnaie chinoise. Donc, pour la Russie, ça ne change pas grand-chose. Alors, cet attrait pour la Chine peut aussi s'expliquer par l'intérêt qu'on retrouvait en Russie, les idées qu'on appelle, ou les thèses qu'on appelle eurasistes, qui sont illustrées notamment par un auteur qui s'appelle Alexandre Douguine, que vous voyez au tableau, qui, justement, alors lui, s'inscrit complètement dans cette logique d'un rapport de force et d'une opposition entre les puissances maritimes, les thalassocraties, et les puissances tellurocratiques, il emploie donc le terme. Et on retrouve complètement les thèses de Douguine, même si lui n'est pas spécialement proche de Poutine, mais on retrouve complètement ses thèses et son vocabulaire et ses concepts dans le discours de Poutine ou dans le discours d'un certain nombre d'autres officiels russes. On peut penser par exemple à Sergueï Lavrov, ce qui peut laisser sceptique aussi sur les espoirs éventuels que la disparition de Poutine, qui arrivera forcément un jour ou l'autre, pourrait conduire à un changement de politique en Russie. Ça n'est pas... Enfin, en tout cas, il n'y a aucun indice qui le laisse à penser, sauf si évidemment les équipes dirigeantes sont radicalement renouvelées. Alors, est-ce que Trump essaye de détacher justement la Russie de la Chine? C'est une des explications qu'on a beaucoup données au début du rapprochement entre Trump et Poutine. Alors, ce n'est pas exclu, effectivement, qu'il tente cette approche. Je dirais même que c'est quelque chose qui, sur le plan de la rationalité profonde, est pas idiot. Maintenant, est-ce que, pour autant, Trump a une rationalité profonde dans sa politique? Ça reste un petit peu à déterminer. Cela dit, même s'il veut le faire, même s'il veut l'essayer, il n'est pas du tout évident qu'il réussisse. En tout cas, pour l'instant, les deux puissances sont en fait liées par un rejet commun de ce qu'on peut appeler l'Occident. Alors, en admettant que ce concept ait encore un sens, mais on va voir qu'il en a encore un, puisque un certain nombre de personnes, et notamment ses ennemis, bien sûr, s'opposent à lui et le définissent comme tel. Donc l'Occident contre le Sud global, c'est donc cette nouvelle polarité qui s'esquisse. Donc c'est la nouvelle expression, enfin c'est une des nouvelles expressions géopolitiques à la mode, le Sud global. Bon, ce qui ressemble un peu à l'appellation du tiers-monde qui a été très utilisée entre les années 50 et les années 80. Même si aujourd'hui, dans ce Sud global, il n'y a pas que des pays en développement. Il y a bien sûr majoritairement des pays en développement, mais vous avez aussi des puissances industrielles, comme la Russie ou comme la Chine, bon, qui n'est pas complètement un pays qui ne correspond plus à ce qu'on appelait les pays du tiers-monde. Il y a aussi des puissances émergentes, comme l'Inde, comme le Brésil, comme la Turquie, bon, et puis pas mal d'autres. Alors cette contestation s'exprime notamment par une organisation qu'on appelle les BRICS. Alors les BRICS, à l'origine, c'était des puissances... Enfin, c'était une appellation qui est issue des analystes américains qui repéraient les zones intéressantes sur le plan des investissements. Donc pas grand-chose de géopolitique là-dedans. Et puis c'est devenu un forum en 2009, un forum de discussion avec 4 pays. Et puis ce pays s'est élargi. Et très clairement, enfin, cette forum s'est élargi aujourd'hui à une dizaine de membres. Que vous voyez donc en bleu, bleu foncé.
Alors, lorsque les BRICS ont été créés en 2009, le ministre des Affaires étrangères brésilien, qui était à l'origine de la réunion, avait dit « le G7 est mort ». Donc ça montrait bien quand même cette idée que les BRICS étaient faits pour contester l'ordre et la domination des pays occidentaux, en incluant le Japon dedans. Et bon, de fait, aujourd'hui, les BRICS, c'est la moitié de la population mondiale et c'est 35% du PIB mondial, donc c'est vraiment une force non négligeable, avec une nouvelle banque de développement qui ambitionne carrément de remplacer, ou en tout cas de faire concurrence aux institutions qui avaient été créées en 1945, et même de créer une monnaie nouvelle qui pourrait concurrencer le dollar. Bon, cela dit, on en est encore très très loin. Et le G7 est un mort qui se porte pas mal quand même, parce qu'il représente effectivement moins de 10% de la population mondiale désormais, mais quand même 44% du PIB, donc plus que les BRICS, et ils assurent 28,6% des exportations mondiales, contre 23% donc aux BRICS. En plus, bon, les institutions mondiales ont évolué, puisque le G7 s'est agrandi, il existe toujours en tant que tel, mais il s'est agrandi avec le G20, G21 maintenant avec l'Union africaine qui est invitée aussi. Donc on ne peut pas dire que les puissances occidentales restent complètement sourdes à la montée en puissance justement d'autres pays. Et puis il y a quand même aussi beaucoup de tensions à l'intérieur des pays du G20, des BRICS, pardon, et beaucoup de situations un peu ambiguës, c'est-à-dire que, bon, si on prend l'Inde, par exemple, l'Inde, elle fait partie des BRICS, elle fait partie d'autres organisations également, mais elle fait aussi partie des organisations qui travaillent avec les Occidentaux, notamment des coopérations militaires avec le Japon, avec les États-Unis. Pourquoi ? Parce que l'Inde, elle est évidemment très très anxieuse de l'encerclement, ou de ce qu'elle perçoit en tout cas comme l'encerclement de la Chine, à la fois sur ses frontières terrestres, puisqu'il y a des conflits avec la Chine qui sont non résolus depuis plus de 60 ans, mais aussi au niveau de la mer. Bon, ça c'est ce que les Américains ont appelé le collier de perles, c'est-à-dire les investissements chinois dans un certain nombre d'installations portuaires et autres. Mais bon, les Indiens sont pas très heureux de voir une puissance montante comme la Chine s'inviter comme ça dans cet océan qu'ils considèrent un peu comme leur chasse gardée. Bon. Et en plus, bon, à l'échelle mondiale, il y a aussi des désaccords. L'Inde aimerait bien, ou le Brésil, par exemple, aimerait bien devenir membre permanent du Conseil de sécurité. La Chine n'a pas du tout envie de faire venir d'autres puissances du Sud, à part la Russie, qui fait partie qui est un Sud par défaut, on va dire. Donc, elle n'a pas du tout envie de soutenir ces candidatures. Donc, ces candidatures n'ont pas beaucoup de chances d'aboutir. Alors, je suis obligé de terminer un petit peu rapidement pour respecter à peu près les délais. Donc, les enjeux de la future maîtrise des océans aujourd'hui. Donc, d'abord, est-ce qu'il y a des nouvelles routes pour contourner l'océan mondial ? Alors, c'est une optique d'ailleurs qui peut être jugée un peu curieuse, cette idée de contourner l'océan, mais c'est une optique très terrienne justement. On est habitué, et c'est bien d'ailleurs parce que c'est une culture maritime qui commence à infuser, on pourrait dire, on est habitué aujourd'hui à concevoir l'économie mondiale avec l'océan au centre en fait. C'est l'océan qui est l'épine dorsale, puisque c'est par l'océan que circulent les produits qui vont être fabriqués, qui vont être complétés à droite, à gauche, puisque aujourd'hui tous les produits sont fabriqués made in world, comme dirait Suzanne Berger. Donc c'est l'océan qui est le cœur, qui est le centre du fonctionnement de l'économie mondiale. Mais dans une optique terrienne, l'océan, ça reste un obstacle, ça reste une menace aussi, ça reste quelque chose qu'il faut éventuellement, qui est créateur de vulnérabilité. Alors, cette vulnérabilité, pour sortir de cette vulnérabilité, il y a le projet chinois qui a été lancé donc en 2013, qui s'est d'abord baptisé OBOR, qui s'appelle maintenant BRI, la Belt and Road Initiative, l'initiative ceinture et route, qu'on appelle en médias la nouvelle route de la soie, les nouvelles routes de la soie. Bon.
ce qui est un peu un anachronisme, mais c'est pas grave. Donc l'importance de ce projet pour les Chinois, c'est cette importance en témoigne l'inscription de ce projet dans la Constitution chinoise en 2017. Bon, il s'agit en fait de réaliser tout un ensemble de corridors. Alors c'est un projet qui est parfois un peu fantasmatique, c'est-à-dire qu'on a tendance à lui attribuer des tas de choses qui sont pas forcément, qui rentrent pas forcément dans ce cadre-là. On a tendance à lui attribuer aussi des tas de conséquences qui sont pas forcément non plus liées à ça. Bon, l'idée en fait, c'est de sortir un peu de la vulnérabilité, ou plus exactement de la dépendance des routes maritimes. La Chine, elle est énormément dépendante, je le disais tout à l'heure, hein, par rapport aux États-Unis. L'économie chinoise, c'est une des plus ouvertes, c'est-à-dire c'est une de celles dont le PIB dépend le plus de ses exportations et de ses importations. Donc, si les échanges maritimes s'arrêtent, la Chine meurt. Et du coup, la Chine, évidemment, n'est pas très à l'aise avec l'idée qu'elle dépend de routes maritimes qui sont pour l'essentiel tenues par les Américains. Donc il faut trouver d'autres routes. Et d'autres routes, c'est des routes qui passent par la terre, alors ou par la mer quand même, parce que vous voyez que non, c'est pas celui-là. Vous voyez qu'il y a justement ces fameux investissements là du collier de perles qui s'inscrivent, et en Afrique aussi, hein, qui s'inscrivent dans cette stratégie chinoise de consolidation de leur ligne d'approvisionnement. L'autre possibilité de contournement éventuel de l'océan tel qu'il est dominé par les Occidentaux, ce sont les routes maritimes polaires. Donc, alors là, on ne les voit pas bien, évidemment. C'est celles qui passent donc par le pôle Nord, principalement, parce que le pôle Sud, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, dans ces deux routes maritimes, pour aller vite, la principale, et celle qui est déjà active d'ailleurs, c'est la route maritime du Nord, c'est-à-dire celle qui passe le long des côtes russes. Maintenant, elle a un intérêt très limité. D'abord, il y a beaucoup de compagnies de porte-conteneurs, par exemple, ou de chargeurs, de gros chargeurs, comme Ikea, par exemple, qui ont dit « nous, on ne passera jamais par là ». Voilà. C'est un principe. Alors, peut-être que dans 15 ans, ça changera peut-être, mais on ne passera pas par là pour des raisons de fragilité écologique, tout ça. Bon. Donc déjà, il y a une partie du trafic qui va pas passer par là. Donc le trafic qui va passer par la route maritime du Nord, ça sera essentiellement du trafic direct de matières premières. Donc là, ça peut effectivement intéresser la Chine et la Russie, et puis pas beaucoup d'autres pays, en fait, même si la distance est beaucoup plus courte qu'en passant par Suez et tout ça. Alors, autre enjeu principal, l'enjeu des réseaux, je l'évoque juste très rapidement, mais c'est quelque chose aussi qui est très très important. Vous le savez probablement, parce que ça commence à être bien connu, l'essentiel d'Internet passe aujourd'hui, ou des liaisons téléphoniques et autres, passe aujourd'hui par les câbles sous-marins qui sont sous les eaux, donc enfin au fond de la mer. Donc plus de 400 câbles, on en pose quasiment tous les jours, soit des nouveaux, soit des câbles qui remplacent les anciens. Ça fait plus d'1,3 million kilomètres à peu près en longueur. Et c'est des liaisons qui sont donc fondamentales pour toutes les liaisons donc Internet et autres. Et il y a aussi, on peut ajouter aussi, ça c'est le réseau des câbles sous-marins, mais on peut ajouter aussi le réseau des conduites sous-marines, les hydrocarbures par exemple, hein, qui passent aussi sous la mer. On se souvient en 2022 du sabotage du gazoduc Nord Stream qui reliait la Russie et l'Allemagne, hein, par la mer Baltique, et qui donc n'est plus opérationnel depuis. Ces infrastructures sont des infrastructures sensibles, très importantes bien sûr, et vulnérables, parce que pas tellement à 4000 mètres de profondeur, mais en s'approchant des côtes, quand on est à quelques centaines de mètres, on peut tout à fait les saboter. Il y a eu plusieurs cas, là aussi en liaison avec la guerre en Ukraine, hein, vous avez sans doute suivi ces différents épisodes, qui ne sont pas très clarifiés d'ailleurs. Et puis, donc, il y a aussi les stations à terre qui sont des stations vulnérables. Donc, ces réseaux sont absolument essentiels pour assurer ce qu'on appelle le C3I chez les militaires, c'est-à-dire le commandement, le contrôle des forces, les communications et l'intelligence, ou plus exactement le renseignement.
tout ça aujourd'hui passe par des liaisons qui sont en grande partie des liaisons numériques, enfin qui sont même totalement des liaisons numériques. Alors il y a les satellites, notamment les satellites en orbite basse, qui peuvent remplacer en partie, on l'a vu en Ukraine là aussi, mais bon, les satellites sont vulnérables également. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est un enjeu essentiel, la maîtrise des réseaux et la protection des réseaux, ça fait partie intégrante des enjeux de la puissance maritime. Alors y compris bien sûr là, la maîtrise de ce qui se passe dans les tuyaux, mais bon, ça nous entraînerait un petit peu trop loin. Et enfin, il y a un dernier aspect que je voulais évoquer rapidement aussi, c'est qui profitera des abysses. Ça fait partie des grandes questions du XXIe siècle, même si pour l'instant on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Il faut dire que les médias ont beaucoup de choses à se mettre sous la dent tous les jours. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les abysses? On va trouver des ressources, et des ressources dont beaucoup sont encore inconnues d'ailleurs, parce qu'on connaît très mal les profondeurs maritimes. On connaît mieux à la limite l'espace extra-atmosphérique et les planètes du système solaire que les profondeurs maritimes. Donc on sait qu'il y a par exemple des nodules polymétalliques. Bon, ok. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, y compris des ressources génétiques, c'est-à-dire de patrimoine génétique des organismes marins qui sont absolument fabuleux, parce qu'il y a des organismes qui vivent dans des conditions tout à fait invraisemblables, on pourrait dire, par rapport aux conditions terrestres. Et donc, est-ce qu'on va en avoir besoin d'abord de ces ressources? Ça, c'est une première question. A priori, pas forcément pour des raisons de besoins physiques, c'est-à-dire que les ressources terrestres accessibles sont pour l'instant pas encore en voie d'épuisement. Peut-être un petit peu pour le nickel, mais bon. Mais en revanche, dans une optique de souveraineté, oui, on peut très bien se dire, si j'ai des ressources comme ça dans ce qu'on appelle la ZEE, donc dans la zone qui dépend de moi, pourquoi ne pas aller les chercher plutôt que d'aller les payer chez les Chinois ou chez d'autres d'ailleurs, des Américains ou des Russes ou encore d'autres. Est-ce qu'on peut aller les chercher? Ça, c'est un autre problème, parce que les technologies, pour l'instant, sont... disons que ça pose deux problèmes. Ça pose le problème de la technologie et le problème du droit. La technologie, pour l'instant, il n'y a pas tellement de technologie, je dirais, très, très au point, et qui soit pas trop agressive pour les milieux marins et les milieux profonds. Aller chercher les nodules avec une petite pince comme ça sera vraiment pas du tout rentable du point de vue industriel. Donc il faut plutôt un gros aspirateur qui les ramasse, mais sauf qu'en général, il ramassera autre chose avec. Et puis, ensuite, le problème du droit, c'est... quand on est dans les zones qui sont appropriées par les États, c'est la fameuse convention de Montego Bay, donc, qui crée un droit et une souveraineté pour les États jusqu'à 200 000 marins, donc 370 km à peu près, et même éventuellement un peu au-delà. Donc là, c'est les États qui réglementent, mais ces ZEE ne représentent qu'un tiers des océans. Et donc il y a tout le reste. Et tout le reste, c'était un peu dans le flou. Et alors, c'est un peu moins dans le flou maintenant, puisqu'en 2023, on a signé un texte qui s'appelle la BBNJ, qui est abrégé sous la forme de la BBNJ, c'est-à-dire un texte qui concerne toute la protection et l'exploitation éventuelle des ressources marines en dehors des juridictions nationales. C'est ça que ça veut dire, la BBNJ. Donc, dans les eaux, dans la haute mer. Bon. Mais on attend encore... Alors d'abord, le texte a été ouvert à la signature. Pour l'instant, il y a une centaine de pays qui l'ont signé, mais il n'y en a qu'une vingtaine qui l'ont ratifié. On espérait pouvoir proclamer la ratification au mois de juin. Là, il y a une conférence sur les océans en France, à Nice. On espérait pouvoir proclamer la ratification solennelle et donc l'entrée en vigueur de la BBNJ. A priori, ça ne va pas pouvoir se faire. Et puis, le problème aussi, c'est qu'après, on attend l'application juridique précise. On attend un code minier international qui permette de dire clairement quelles sont les responsabilités des uns et des autres et à qui on va répartir les bénéfices de l'exploitation éventuelle de ces ressources. Et pour l'instant, d'un côté, vous avez des entreprises qui sont prêtes à bondir et prêtes à se lancer dans l'exploitation parce qu'ils ont des technologies, alors encore une fois, des technologies pas très sympathiques pour
les fonds marins. Mais bon. Mais d'un autre côté, il n'y a pas encore le code minier, il est encore en négociation, et il y a une tension entre les États qui voudraient un code minier le plus protecteur possible et ceux qui, au contraire, voudraient un code minier le plus large et le moins regardant possible. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut surveiller, qu'il faut avoir en tête. Alors, en conclusion, je me référerai à un acronyme qu'avait inventé l'US Army War College au moment de la fin de la guerre froide, qui n'avait pas du tout, d'ailleurs, trouvé ça très, très réjouissant, la fin de la guerre froide, d'une certaine façon, parce que ce collège de guerre, donc cette école de guerre, avait dit le monde qui s'ouvre est un monde qui sera VUCA. Alors en français, on traduirait par VICA plutôt. VUCA, ça veut dire volatile. Les alliances ici et aujourd'hui ne sont pas forcément les alliances d'ailleurs et les alliances de demain. La Russie et la Turquie étaient copains comme cochons en Syrie, et depuis 2024, ils ne sont plus du tout copains comme cochons, puisque la Syrie est passée sous les alliés de la Turquie, qui ont foutu dehors les Russes, et ils ne sont pas non plus copains en Libye, parce qu'ils ne sont pas dans les camps opposés. En revanche, en mer Noire, ils trouvent les moyens encore de discuter. Donc vous voyez que le monde est très... Enfin, la situation est très volatile, et en fait dépend de la situation locale. Incertain, oui, comme disait déjà Pline l'Ancien, une seule chose est certaine, c'est que rien n'est certain. C'est encore plus vrai aujourd'hui, évidemment, et ça, bon, Pline l'Ancien, ça remonte à 20 siècles, hein, donc ça va. Complexe. La multiplicité des enjeux fait que l'évaluation des situations est très très difficile, et du coup l'action est très difficile. Paradoxalement, ça profite au discours simplificateur, parce que c'est plus facile d'entendre un discours qui vous dit les Chinois, ou qui vous disent l'Europe a été fondée pour emmerder les Américains, et donc moi je vais emmerder les Européens. Voilà, ça c'est un discours que tout le monde peut comprendre, effectivement. Mais les enjeux sont évidemment beaucoup plus complexes que ça. Et ambigu. Comment on va interpréter les actions des uns et des autres? Est-ce que Poutine est vraiment sérieux quand il présente l'Occident comme un agresseur qui menace la pauvre Russie chétive et désarmée? Peut-être. Il est peut-être vraiment sérieux, il y croit peut-être vraiment. Bon, et du coup, comment le traiter? Si on le traite par le mépris en disant bon, il raconte n'importe quoi, bah, il va évidemment pas changer d'avis. Si on le prend au sérieux, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à le prendre au sérieux? Donc voilà. Tout ça n'est pas forcément très bon signe, évidemment. Tout ça n'est pas forcément très réjouissant, en particulier pour les enjeux planétaires qui nécessiteraient que les puissances terrestres et les puissances maritimes se retrouvent, et en particulier les enjeux environnementaux, et notamment les enjeux environnementaux qui concernent les océans, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se jouent aussi sous les océans, dans les océans, très discrètement, au jour le jour, mais on ne sait pas forcément exactement jusqu'où ça pourra aller. Et pour l'instant, on ne voit pas vraiment se dessiner la coopération internationale qui permettrait de traiter correctement ces enjeux environnementaux. Je vous remercie, j'ai un peu dépassé. Désolé.